Il faut s'adapter dès maintenant à ce que ça va être dans 10, 20 ou 30 ans, quoi. Et ça, on ne peut plus rien y faire. Aujourd'hui, on a tellement émis jusqu'à maintenant de CO2, on connaît déjà la photo de la montagne dans 30 ans, quoi. Par contre, ce qu'on peut maintenant essayer de faire, c'est de modifier les choses pour après 2050. Il y a une abondance énergétique qu'on a connue depuis la révolution industrielle qui est très confortable, mais qui n'est pas normale. Nous avons bien conscience de notre propre impact. Nous sommes tout à fait responsables aussi de la façon dont nous produisons et dont nous nous invitons à consommer. Notre rôle en tant qu'industrie outdoor, il est de plus laisser croire aux consommateurs que la pratique sportive elle est neutre en termes écologiques, qu'elle est zéro impactante. J'avais un bilan carbone démesuré pour aller chasser les bonnes conditions de neige à travers le monde. Et en même temps, avec un bilan carbone démesuré, je participais à rendre ces conditions de neige plus rares et plus difficiles à trouver. J'ai vraiment décidé de changer ma façon de faire pour que ce soit vraiment plus en accord avec ces objectifs du siècle, ce que j'appelle les objectifs du siècle, c'est-à-dire réduire les émissions de CO2. J'ai arrêté de prendre l'avion et j'ai décidé vraiment de me focaliser seulement sur les montagnes locales parce que j'ai réalisé qu'il y a tellement de possibilités, d'opportunités. Il y a tellement de sommets que je ne connaissais pas, il y a tellement de vallées dans les Alpes proches, même que ce soit en France voisine ou en Suisse, tellement de choses que je n'avais pas vues. L'autre chose, c'était essayer de tout faire en transport public, vu qu'à peu près 2/3 des émissions liées à la pratique du ski, ça vient du transport. L'environnement qui est le plus dégradé et qui se dégrade le plus vite au regard de la crise climatique, c'est la montagne et ce sont les glaciers. Alors que c'est cet environnement qui fait que des marques comme Picture existent et qu'on a de la pratique comme le ski ou le snowboard. On est à même de se demander si, dans quelques années, il sera encore possible de skier en montagne, d'aller faire des courses d'alpinisme ou d'aller pratiquer des activités nautiques parce que le terrain de jeu n'existera plus ou sera tellement dégradé qu'il ne sera plus accessible. L'industrie outdoor, qui finalement vit de ces activités, sait très bien que sa pérennité est en danger et qu'à terme, non seulement elle-même sera touchée, mais d'autres activités économiques. Un monde où les énergies bas carbone prennent le dessus sur les énergies fossiles, c'est possible uniquement si on réduit le besoin énergétique global. À besoin constant, qui est le besoin actuel on va dire en 2020, il n'y a aucune chance pour que le renouvelable plus le nucléaire en termes d'énergie bas carbone puisse prendre le dessus. Et dans le textile, réduire son besoin énergétique, ça veut dire consommer différemment, consommer moins. Aujourd'hui, il y a très peu d'obligations pour les marques d'agir en termes de développement durable. La plupart de celles qui font des choses, c'est une sensibilité, c'est une volonté de la gouvernance d'entreprise d'agir parce qu'il y a eu une prise de conscience finalement. Le problème du monde et le problème de l'industrie du textile et le problème de Picture, c'est les gaz à effet de serre qui partent dans l'atmosphère et qui réchauffent le climat. Du coup, le combat, il doit être là-dessus. Il a été historiquement pour quasiment toutes les marques et aussi pour l'industrie au niveau des matières, au niveau de la durabilité, au niveau de la réparation, des choses qui sont très bien, au niveau de la fin de vie aussi. Et maintenant, il doit vraiment se faire sur un pur point de vue énergétique. Une chaîne d'approvisionnement textile, qu'est-ce que c'est? C'est une filature, c'est du tricotage, du tissage, c'est de la teinture, c'est des machines qui ont besoin d'électricité pour fonctionner. Donc en fait, il y a une grosse corrélation entre des grandes causes d'émissions de gaz à effet de serre mondiales et des process qui sont utilisés dans l'industrie du textile et notamment chez Picture. Quand je suis une marque qui produit du matériel pour aller faire ma pratique d'escalade, mon impact carbone, il est sur le produit. Donc nous, ça va être notre cheval de bataille, ça va être de dire comment on diminue l'impact du produit à tout prix. Il y a plein de manières pour ça. Ça part du premier moment où on y pense à ce produit, c'est-à-dire je suis designer, je réfléchis à la conception d'un nouveau produit, et comment, dès cette période de ce moment de réflexion, je vais réussir à diminuer son impact. Il y a des matières aujourd'hui qui sont recyclées, il y a des matières qui sont labellisées. Une fois qu'il a été produit, confectionné, il faut, entre le lieu de l'usine et le lieu où il va être vendu, il faut l'acheminer. Encore une fois, là, il y a des choix. L'entreprise a fait des choix entre l'avion, le bateau, le train, le camion. Historiquement, on a toujours ce sac plastique qui permet de protéger les produits contre les chocs, contre la poussière, contre l'humidité, contre le transport, passage de douane, etc. Il y a mille raisons qui font qu'on en a toujours eu besoin. On va adopter une méthode qui s'appelle le roll pack. Donc il faut juste imaginer avoir un t-shirt qui est roulé sur lui-même, noué avec un petit raffia. Et donc avant, on avait ce même t-shirt qui était plié, protégé par un polybag. Maintenant, il faut imaginer avoir un carton avec 30 t-shirts qui sont roulés de cette manière et un seul et unique polybag qui vient tous les protéger en même temps. L'entreprise, elle a un impact en termes d'émissions carbone, encore une fois, un impact sur le climat qui est beaucoup plus important qu'un individu tout seul.
parce qu'elle va produire des millions de produits qui vont servir à des millions de personnes. Donc elle devrait être plus responsable. Elle devrait, elle, en premier dire « Ok, je sais que j'ai un impact beaucoup plus important, donc c'est à moi de réduire cet impact. Il faut que le produit soit le moins impactant possible, mais il faut aussi que l'entreprise soit pérenne. » C'est normal que ça soit complexe, vu qu'on s'attaque à des sujets qui sont purement et simplement du ressort de la transition énergétique. Donc si c'était si simple de décarboner l'économie, le monde l'aurait fait depuis toujours. La collaboration, elle est indispensable. Et là, en vrai, il n'y a pas de concurrence. C'est de se dire qu'on avance tous dans la même direction pour réduire les émissions du monde. Donc heureusement qu'il n'y a pas de concurrence là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une page qui se tourne. Le développement durable est plus seulement un sujet à la mode. C'est des chefs d'entreprise qui finalement presque créent une entreprise pour répondre à ce problème de la crise climatique. Je pense que l'entreprise, une fois qu'elle a agi pour soi, qu'elle a entamé une démarche sur le chemin de l'éco-responsabilité, elle se doit d'en parler et de le partager, sans faire du greenwashing, mais très concrètement, de pouvoir accompagner sa communauté, ses consommateurs, vers quels produits acheter et vers quelles pratiques adopter aussi pour être plus éco-responsable. Ouais. En tant que skieur et snowboarder, on fait un sport qui a un certain bilan carbone, donc c'est pas toujours facile de continuer à faire ce sport avec un bilan carbone réduit, surtout quand on est professionnel. Mais en tout cas, moi, ce que je vois dans le milieu, c'est de plus en plus de gens s'intéressent à ces thématiques et puis aussi communiquent sur ces thématiques. On n'est pas parfait, mais on connaît quand même un peu le sujet et du coup, on peut en parler parce qu'on a une communauté qui est là et du coup, qui va être réceptive au message. Du coup, on prend pas mal la parole sur des grands sujets. Donc, au travers de films, au travers de notre communication, au travers d'articles qu'on peut rédiger, on parle de plein de sujets, transport, énergie, bâtiment. On se dit qu'on a ce rôle d'éducation, même si on n'est pas un média expert sur le sujet. Je pense que c'est clairement aux riders de prendre la parole parce que ce sont des leaders d'opinion. Aujourd'hui, le grand public, tout le monde regarde les leaders d'opinion parce que les réseaux sociaux font qu'on voit principalement ces gens-là et ils ont une influence du coup très forte sur la pratique de tout le monde. Moi, au début, j'ai fait ça pour me sentir, pour donner plus de sens à ce que je faisais. Mais c'était vraiment quelque chose de personnel, mais je ne communiquais pas là-dessus. Et puis petit à petit, j'ai quand même réalisé que c'était important en fait, parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux aussi, un sportif professionnel aujourd'hui est presque un influenceur. Et donc je me suis dit, voilà, si je dois aussi utiliser ces plateformes, etc., en tant que pro-rider, autant communiquer sur un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, on a besoin de massivement rassembler les gens derrière nous pour la montagne et pour le climat, de les sensibiliser, de leur apprendre des choses pour qu'après on ait un poids politique et d'aller faire bouger les lignes sur les lois. Le tipping point, c'est une théorie je ne sais pas de qui, mais qui en tout cas se passe dans plein de domaines. Et en fait, en ce moment, on est en train de l'atteindre dans le domaine de l'environnement. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que 10% de la population commence à prendre conscience et est vraiment très consciente de ce changement et du fait qu'il faut se bouger, qu'il faut avoir des pratiques d'alimentation, de déplacement, etc. différentes. Et comme elle en est consciente, elle influence les autres. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu du lobbying en interne, c'est-à-dire que dans les communautés, ces 10%-là vont influencer leurs amis, leurs familles, etc. Et normalement, une fois qu'on a passé ces 10%-là, ça veut dire que la population va commencer à passer sur ces mêmes pratiques-là. Aujourd'hui, avec la problématique du réchauffement climatique, de la protection de la nature, c'est là où on sent que tout cela a un sens. Parce que par les sports outdoor, c'est ça qui permet à des gens qui se vivent dans des environnements urbains à rentrer à nouveau en contact avec la nature, de sentir comme elle est précieuse et d'avoir envie de la protéger. Sans les sports outdoor, nous aurions peut-être moins conscience de l'urgence climatique, moins conscience de la protection de la nature, et nous sentons, nous, pratiquants, fabricants, prestataires, qu'on a un besoin, une mission de communiquer et de partager non seulement cette urgence climatique, ce besoin de protéger la nature, mais aussi de rassembler toute l'énergie et toutes les bonnes volontés pour protéger cette nature et de favoriser toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Je suis persuadé qu'on peut toujours continuer à faire des loisirs dans une optique qui est compatible avec les enjeux environnementaux. Mais voilà, il s'agit juste de les faire différemment.